Les DMTG, ou comment taxer la mort d'un individu dont la vie a été rythmée par des taxes assassines. Bienvenue sur cette nouvelle et dernière vidéo consacrée à cette série sur les impôts. Aujourd'hui, on va parler des DMTG, les droits de mutation à titre gratuit. Les droits de mutation à titre gratuit. Quelle délicate manière de nommer ceux qui ne pourraient être assimilés à rien d'autre qu'à une taxe sur la mort. Pour celles et ceux qui ont suivi cette série de vidéos dans l'ordre depuis le départ, donc la première étant la vidéo sur la TVA, je vous invite à reprendre vraiment les choses dans l'ordre. On va aborder tout ça point par point dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Premièrement, pour mettre tout le monde d'accord, il y a la TVA dont le taux fixe normal est de 20%. En d'autres termes, à chaque fois que vous dépensez 1, eh bien, il y a 0,2 qui vont à l'État. Si vous achetez un ordinateur à 1200 € TTC, eh bien 200 € iront directement dans les caisses de l'État. Pour peu que vous soyez entrepreneur, et je parlerai de la fiscalité à titre privé juste après, eh bien vous allez dans un premier temps vous manger de plein fouet les taxes professionnelles, les contributions, les impôts, etc., etc. Et parmi toutes ces contributions, tous ces impôts, le premier, c'est justement cette fameuse TVA. En effet, si vous vendez pour 240 000 € TTC de produits ou de services et que vous avez, admettons, 120 000 € TTC de charges en face, eh bien, il ne va pas vous rester 120 000 € puisque l'écart de TVA, donc entre les 40 000 € collectés et les 20 000 € déduits, donc les 20 000 € qui restent vont aller également dans la poche de l'État. Ce qui signifie que dans cet exemple, pour 240 000 € de chiffre d'affaires et 120 000 de charges TTC, eh bien, je vais avoir dans la poche seulement 100 000 € qui seront également imposés. Et ces 100 000 €, ils seront imposés à quel taux? Eh bien, comme on l'a vu sur la vidéo dédiée à l'impôt sur les sociétés, on va appliquer tout d'abord un taux de 15% jusqu'à 38 120 €, puis 25% au-delà de ce montant. Pour 100 000 € de bénéfices imposables, ça fait 21 188 € d'impôt, ce qui veut dire qu'il vous reste dans la poche 78 812 € seulement. Enfin, quand je dis dans la poche, vous imaginez bien que ça ne s'arrête pas ici au niveau des impôts. Admettons que vous optiez pour une rémunération sous forme de dividende plutôt que sous forme de salaire. À ce moment-là, ces dividendes seront généralement taxés à la flat tax, 30% composé de 12,8% de forfait d'impôt et 17,2% de prélèvements sociaux. Et d'ailleurs, je rappelle que si vous êtes entrepreneur, avant même de penser à votre rémunération à vous, sur celle que vous versez à vos employés, sachez qu'à chaque fois que vous versez 1 €, que vous dépensez 1 € de votre poche, seulement la moitié, même un petit peu moins d'ailleurs, revient aux employés en question. Mais passons. Je reviens à mes moutons. Sur les 78 812 € qu'il vous restait à distribuer, vous payez donc 30% de flat tax, soit 23 644 €. Il vous restera donc 55 168 € dans la poche. Et évidemment, toujours dans le scénario où vous êtes entrepreneur, il faudra évidemment attendre 3 années pour pouvoir aller voir une banque et la supplier de bien vouloir vous accorder un crédit immobilier si vous avez des projets IMO, que ce soit du locatif ou une résidence principale. Il va falloir prendre votre mal en patience, accrochez-vous, plus que quelques années et tout se passera super bien. Mais évidemment, il y a une autre option. Si vous n'avez pas la patience d'attendre 3 années de bilan où vous vous êtes versé de façon régulière et récurrente des dividendes pour pouvoir emprunter pour faire de l'immobilier, eh bien vous pouvez toujours vous salarier de votre propre boîte. Et à ce moment-là, les salaires que vous allez vous verser, majorés de toutes les cotisations sociales qui vont avec, et on a également fait une vidéo sur ce sujet, eh bien toute cette charge va venir en déduction du bénéfice imposable de votre société. C'est notamment l'un des premiers moyens que j'évoquais pour optimiser l'impôt sur les sociétés. Admettons donc qu'en repartant des 100 000 € de bénéfices imposables avant impôt sur les sociétés, eh bien vous décidiez de vous verser tout cet argent sous forme de salaire et de payer évidemment les cotisations sociales qui vont avec. À ce moment-là, vous économisez l'impôt. Vous économisez l'IS, donc les fameux 21 188 € dont je parlais tout à l'heure. Mais rappelez-vous, j'ai également fait une vidéo sur les cotisations sociales dans laquelle je vous expliquais que sur le montant que vous dépensez pour un salarié, que ce soit une autre personne ou vous-même, eh bien, sur ce montant-là, seulement la moitié vous revient. Donc, quand votre société paye 100 000,
eh bien seulement 50 000 reviennent dans votre poche en réalité. Le reste, c'est des cotisations patronales et des cotisations salariales. Et ça ne s'arrête pas là. Sur les 50 000 € annuels de salaire que vous récupérez, il y a de l'impôt sur le revenu. Et si vous êtes seul et sans enfant, le montant de cet impôt pour 50 000 € annuels, on va arrondir, mais ça donne à peu près 8 000 € par an. Du coup, eh bien sur 100 000 € que vous pensiez vous verser en salaire, en réalité, il reste 50 000, parce que l'autre moitié est partie en cotisation sociale, moins 8 000 d'impôt sur le revenu. Ça fait 42 000 €, soit 3 500 € par mois. Un peu moins intéressant d'un coup. Ainsi, sur les 240 000 € TTC de chiffre d'affaires que vous avez généré à la sueur de votre front sur votre société, eh bien, à la finalité, il vous reste seulement 42 000 € dans la poche en fin d'année. C'est le prix de la liberté. On continue. Admettons que sur les 3 500 € de salaire net après impôt que vous avez réussi à récupérer dans votre boîte, vous décidiez d'investir un petit peu dans l'immobilier. Dans un premier temps, pour acheter une résidence principale, admettons une maison qui vaut à l'instant de votre achat 180 000 €. Admettons que vous la financiez sur 25 ans par un crédit bancaire à un taux de 1% ou peu importe, mais voilà, sur 25 ans. En parallèle, vous décidez également de vous acheter un petit appartement en bord de mer pour 120 000 € parce que quand vous avez un petit peu de temps dans votre agenda de ministre, voilà, vous aimez bien aller toujours au même endroit, vous avez vos habitudes, peu importe où, côté Côte d'Azur, côté Languedoc, on s'en fout, ou même sur la côte ouest, vous achetez un petit appartement à 120 000 €. Donc avec vos 3 500 € de salaire, vous avez levé 300 000 €, 180 000 pour une résidence principale, 120 000 pour un appartement en résidence secondaire au bord de mer ou à la montagne d'ailleurs. Évidemment, dans ce scénario d'acquisition immobilière, je vous fais abstraction des 7 à 8% de frais de notaire qui d'ailleurs pour plus de 80% sont reversés directement à l'État et aux collectivités. Sur ces biens dont vous êtes désormais l'heureux propriétaire, n'oubliez pas que vous allez également payer la taxe foncière, sujet sur lequel j'ai également fait une vidéo. Admettons que pour l'ensemble des deux biens, vous soyez à peu près à 2 000 € par an de taxe foncière. Mais voilà, vous avez vraiment pas de chance et vous avez eu la mauvaise idée d'acheter des biens dans des endroits qui aujourd'hui font l'objet d'une forte demande et le prix a explosé. Admettons que vos deux biens, votre résidence principale et votre appartement, votre pied-à-terre ou votre petite maison à la montagne ou à la mer, peu importe, admettons que ces deux biens aient fait x6 en 25 ans, la durée du crédit. Ça vous paraît beaucoup? Eh bien encore une fois, ne me croyez pas sur parole, je vous invite à demander à des personnes autour de vous qui ont acheté de l'immobilier il y a 25 ans, quelle était la valeur de leurs biens à l'époque et quelle est la valeur de leurs biens aujourd'hui. À titre personnel, mon propre père a fait x6 sur sa résidence principale qu'il a achetée en 1994. L'associé que j'ai sur le cabinet de gestion de patrimoine a également vécu exactement le même scénario à travers de ses parents qui ont également fait x6 sur la valeur de leur résidence principale qu'ils avaient acheté à peu près à la même époque que mon père et qu'ils l'ont revendu l'année dernière. Donc ce n'est pas des chiffres qui sortent d'un chapeau magique, c'est la réalité du terrain. Avec une nuance quand même, ce n'est pas le cas de partout non plus. Mais dans des endroits qui sont fortement sollicités, c'est pas rare de voir ce genre de plus-value, voire même beaucoup plus d'ailleurs. Donc vous vous retrouvez avec des biens qui ont fait x6. Vous les aviez achetés 300 000 € à l'époque, donc il y a 25 ans. Aujourd'hui, ils valent 1 800 000 €. Bonne nouvelle, vous êtes redevable de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, sujet sur lequel j'ai également fait une vidéo. Et là, vous comprenez toute la trame du pourquoi j'ai fait ces vidéos dans cet ordre-là et pourquoi j'ai traité de certains sujets et pas d'autres. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Petite particularité, parce que quand même vous êtes un vénard, sachez que sur la résidence principale, dans le cadre de l'IFI, il y a un abattement de 30%. Donc votre patrimoine immobilier net taxable, étant donné qu'il n'y a plus de crédit, donc il n'y a pas de crédit qui vient en déduction, donc ce sera simplement du coup 120 000 € le prix de votre résidence secondaire multiplié par 6, plus 180 000 € le prix de votre résidence principale multiplié par 6, donc le x6 c'est la fameuse revalorisation sur les 25 ans, multiplié par 0,7. Et oui, parce qu'il y a un abattement de 30%. Et donc ce total-là nous donne un patrimoine immobilier net taxable de 1 476 000 €. Et là-dessus, vous allez payer 3 732 € d'impôt sur la fortune immobilière tous les ans. En d'autres termes, sur les 100 000 € de salaire que vous pensiez vous verser sur votre société, donc 100 000 € c'est le montant super brut,
eh bien 63 732 € vont partir en fumée entre les cotisations patronales, les cotisations salariales, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, enfin les taxes foncières en l'occurrence, et l'impôt sur la fortune immobilière. Ça fait un taux d'imposition global, tout impôt confondu, de plus de 63%. Je vais également faire abstraction des éventuels impôts sur les plus-values générées sur votre patrimoine immobilier, tout simplement parce que la résidence principale de fait est exonérée et pour la résidence secondaire, tout dépend du nombre d'années de détention. Ça peut aller jusqu'à 34%, mais là, étant donné que vous la détenez depuis plus de 25 ans, eh bien, globalement, le taux est fortement réduit. Dernière étape, ça y est, malheureusement, la vie a décidé que pour vous, il était venu le temps de passer l'arme à gauche. Vous décédez, à qui va revenir votre patrimoine et surtout, combien vont-ils devoir payer pour récupérer cet argent? Et là, on en arrive au cœur de cette vidéo puisque, je vous l'avais dit dans le titre, ici on parle des DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, autrement appelés plus vulgairement les droits de succession. On va partir du principe que vous êtes seul, vous êtes séparé de votre femme par exemple, et que vous avez un seul enfant unique. Alors c'est le scénario le plus catastrophique, certes, parce que c'est dans ce scénario-là que votre héritier va payer le plus de droits de succession, mais c'est aussi le scénario le plus simple pour faire le calcul. Entre la résidence principale et la résidence secondaire qui ensemble constituent un patrimoine de 1 800 000 €, même si on tient compte des abattements, donc il y a 20% d'abattement sur la résidence principale dans le cadre des successions, donc c'est toujours ça, mais sur 1,8 million, ça ne fait pas une énorme différence non plus. Il y a des abattements également dans le cadre des successions pour vos enfants, mais même en tenant compte de tout ça, il y a de fortes chances pour que le montant de la facture à régler par votre héritier devant le notaire soit comprise entre 400 et 500 000 €. Alors, je fais ça à la louche, mais globalement, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le calcul des droits de succession. Vous pouvez aller la regarder, refaire le calcul étape par étape, mais globalement, je pense qu'on ne sera pas trop loin de ce montant. Mais le souci, c'est quoi? C'est que si votre héritier ne dispose pas de 400 ou 500 000 € de patrimoine, ou même dans l'idéal de liquidité, eh bien, il ne peut pas payer les droits de succession. Et s'il n'est pas en mesure de les régler, il n'y a qu'une seule option qui va s'offrir à lui, ce sera de vendre la résidence principale et ou la résidence secondaire pour pouvoir payer les droits et ensuite récupérer ce qui lui revient. En tout cas, j'espère vraiment qu'il n'était pas trop attaché à ses biens et qu'il n'avait pas trop de souvenirs à l'intérieur parce que il y a quand même de fortes chances, comme je l'expliquais, qu'il soit obligé de les revendre ou au moins un sur les deux. Alors certes, j'ai arrondi les montants. Certes, j'ai pris les scénarios catastrophiques où il n'y a qu'un seul enfant, donc il n'y a qu'une seule fois les abattements, où le patrimoine immobilier a fait x6, etc., etc. Oui, j'ai grossi le trait volontairement et j'ai absolument rien optimisé. Mais premièrement, on n'est pas si loin de la réalité en termes de proportion. Et deuxièmement, mon but n'est pas uniquement de dresser un tableau noirci de la situation qui pourrait ressembler à une fatalité, mais qui en fait n'en est pas une. Justement, mon but, c'est de bien vous expliquer tout ça au travers de toute cette série de vidéos qui s'achève aujourd'hui pour vous montrer que des solutions existent pour tout un chacun afin d'optimiser que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu ou bien les droits de mutation à titre gratuit, aka les droits de succession. Car oui, il est possible de récupérer une partie de la TVA sur les achats effectués en société. Oui, il est possible d'optimiser l'impôt sur les sociétés. On peut envisager toutes sortes de montages. On peut créer des charges, on peut optimiser, réaliser des investissements, créer des structures où on aurait une holding via laquelle on ferait remonter des fonds, etc. Il y a plein de choses qui sont envisageables, mais c'est possible. Oui, il est possible d'optimiser le mode de rémunération afin de ne pas subir de plein fouet le poids des cotisations sociales. Et d'ailleurs, ces optimisations pourraient même venir réduire votre résultat fiscal soumis à l'IS et donc vous permettre de réduire le montant de votre impôt sur les sociétés. Oui, il est même possible de bénéficier de frais de notaire réduits. Oui, il est possible de réduire le montant de votre impôt sur la fortune immobilière et même celui de vos plus-values. Et enfin, oui, il est possible d'optimiser les DMTG afin que ceux-ci ne soient pas un poids trop important pour vos héritiers. Et je dirais même qu'au-delà de pouvoir les optimiser pour réduire la note fiscale, eh bien, vous pouvez même ramener cette note à 0 si vous vous y prenez suffisamment tôt et suffisamment bien.
Et pour toutes ces possibilités qui s'offrent à vous, je me tiens à votre disposition dans les commentaires, en privé ou directement dans la description dans laquelle vous avez un lien vers mon agenda électronique afin qu'on puisse discuter de ça directement par téléphone ou en visioconférence. Et évidemment, une fois de plus, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, a répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et à vous abonner à cette chaîne car certes, c'est la dernière vidéo de cette série sur les impôts, mais ce n'est pas la dernière vidéo qu'on tournera ici.